Mouchel, merci à Paul d'être venu de si loin, c'est-à-dire de l'université Ritsumeikan de Kyoto, où Paul Dumouchel enseigne depuis un certain temps. Paul Dumouchel est un des piliers de notre aventure, de notre association. Il préside le conseil scientifique de l'ARM. Il est un girardien très important, un éléphant du girardisme, puisqu'il est avec Jean-Pierre Dupuy, celui qui a tenté très vite d'adapter l'anthropologie mimétique de René Girard au champ de l'économie, avec un livre important que vous connaissez sûrement tous, L'enfer des choses, où Paul avait signé un essai, L'ambivalence de la rareté, qui vient de donner son nom, son titre, à un recueil d'essais plus substantiels, où celui-ci apparaît aussi dans la belle maison pilotée par Imitatio, Michigan State University Press, The Ambivalence of Scarcity, qui vient donc de paraître et dont je vous recommande vivement l'acquisition. Paul est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les émotions, publié aux éditions Saint-Élabo, un livre sur les émotions, dont Émotion Point, essai sur le corps et le social, en 1995, et un livre très important, en 2010, aux éditions Flammarion, Le sacrifice inutile, où Paul, un livre longtemps médité, Paul avait beaucoup, était souvent intervenu sur ce thème-là, puisqu'il est un spécialiste de Hobbes, et qu'il a tenté, l'un des tout premiers, d'aborder, de tirer une anthropologie politique de la théorie de René Girard. Et Paul a donc beaucoup travaillé sur le phénomène étrange du génocide, cette pathologie de la raison d'État. À l'occasion du centenaire du génocide arménien, nous pensions très important de proposer à Paul de réintervenir à nouveau sur ce thème, qui ne sera donc pas entièrement consacré évidemment à l'Arménie, mais osera quelque chose qui était encore complexe il y a quelques années, qui est une approche comparative des génocides. C'est la commande que j'avais osé lui faire, peut-on comparer des génocides, à laquelle il va maintenant tenter de répondre. Nous l'écouterons à peu près 45 minutes, 50 minutes. Il a largement le temps, nous avons largement le temps, et nous pourrons après largement aussi débattre ensemble. La conférence de Paul et les questions et le débat que nous aurons sont enregistrés et nous permettront d'en faire partager le contenu à tous ceux qui n'auront pas pu venir aujourd'hui, puisque ce sera en ligne sur le site très rapidement. Merci à tous, merci à Paul, je te laisse la parole. Bon, merci Benoît, merci à vous, merci de m'avoir invité et d'être venu. Bon, le texte s'intitule « Comment peut-on comparer les génocides ?» Non pas comment, c'est intéressant comme lapsus. Et dans l'avion, je me suis dit que j'en étais pas content, mais j'avais pas le temps d'en écrire un autre. Donc je vais vous le lire, mais avant, je voudrais le mettre en place. Quand j'ai écrit ce livre, Le sacrifice inutile, j'ai évité de centrer le livre sur l'idée de génocide. Parce que ce qui m'intéressait, c'était les violences politiques, et c'était en particulier les violences des États contre leurs propres citoyens. L'idée que, en fait, les plus terribles violences politiques dont nous avons fait l'expérience, enfin, dont le XXe siècle a fait l'expérience, sont des violences, et aussi la fin du XIXe, qui sont perpétrées par les États contre leurs propres citoyens. Alors, c'est ça qui me troublait. Ce que je voulais comprendre, c'était cette dynamique d'un État qui prend ses propres citoyens comme victimes, comme cibles, alors qu'en principe, la théorie politique moderne dit que le rôle premier de l'État, c'est la défense, la protection de ses propres citoyens. Il y a quand même quelque chose d'un peu paradoxal là. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'avais aussi écrit un article qui s'intitule Génocide et mimétisme, qui est paru dans le cahier de Lerne sur René Girard. Et dans cet article, Génocide et mimétisme, je partais d'un livre écrit par un Américain qui s'appelle Midlarsky. Et ce livre, qui s'appelle The Killing Trap, le piège mortel,
propose grosso modo, sans le savoir, une théorie sacrificielle du génocide. Et quand je dis sans le savoir, parce qu'il ne le mentionne pas, il ne le formalise pas comme ça, mais en fait, grosso modo, ce qu'il dit, c'est les génocides, c'est toujours de la violence reportée. On s'attaque à un groupe fragile, innocent, sans défense, pour compenser une perte que l'État a subie. Et il donne plusieurs exemples où ça marche relativement bien. Et donc, j'avais fait j'avais fait cet article pour montrer qu'il était girardien sans le savoir, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, peut-on comparer les génocides? En fait, la question qui m'intéresse, c'est de savoir, en fonction de ce que je viens de vous raconter, c'est de répondre à la question, y a-t-il véritablement une spécificité des génocides? En tant que type de violence politique, qu'est-ce qui en fait la spécificité, dans la mesure où elle existe, justement? Ou est-ce que c'est une forme qui s'apparente beaucoup à d'autres formes et qui peut-être va évoluer vers d'autres formes encore, légèrement différentes, enfin tout aussi terribles, hein, c'est pas ça l'enjeu, mais qui prendront des figures différentes. Alors voilà la question qui m'intéresse. Et sous-jacente à tout ça est bien sûr l'idée qui reste centrale dans ce que je vais vous lire, mais qui n'est pas mise en évidence dans le texte, c'est pour ça que je n'en étais pas satisfait, et j'en suis toujours pas satisfait, qui est l'idée qu'on a affaire à ce que j'appelle de la violence déplacée. Je veux dire, toute la théorie girardienne du sacrifice, c'est la théorie selon laquelle vous avez des agents qui sont en conflit direct les uns avec les autres et qui trouvent la résolution de leur conflit sur une tierce personne, qui n'est ni l'un ni l'autre des deux agents en conflit, ou des deux groupes, ou des deux ce qu'on voudra, mais qui est une tierce personne, et c'est ce que j'appelle la violence déplacée, c'est la violence qui se trouve une autre cible, différente de sa cible d'origine, et qui, lorsque ça marche, trouve son assouvissement, parce que c'est ça le sacrifice, son assouvissement, ou le mécanisme sacrificiel, dans ce déplacement de la violence, et la paix revient. Mais le génocide, c'est l'exemple type de ce mécanisme lorsqu'il ne fonctionne pas. Hein? Parce que, je veux dire, la violence, elle ne touche pas son assouvissement, au contraire, elle continue, et ça n'arrête pas. Même à supposer que le génocide aille presque jusqu'au bout, si on peut dire, ça ne va pas résoudre le problème qui va continuer à se produire. Donc, voilà comment le cadre général de ce que je vais vous dire. Alors, peut-on comparer les génocides? Peut-on comparer les génocides? La question peut s'entendre de plusieurs façons différentes. Par exemple, peut-on les comparer entre eux? Peut-on comparer la violence et l'horreur la plus extrême, la mise à mort industrielle de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, avec d'autres massacres terribles, ignobles, mais qui n'ont pas fait un nombre équivalent de victimes, n'ont jamais atteint le même degré de préparation méthodique et ni n'ont été accomplis avec le même entêtement systématique. Le sens de comparer qu'on trouve dans ce genre d'expression est celui qu'on rencontre dans d'autres expressions comme celle « mais voyons, ce n'est pas comparable » ou encore « on ne peut pas comparer ces choses », exclamation qui signifie plus ou moins « cela n'est pas équivalent », « cela ne se vaut pas », ce n'est pas pareil, c'est tout autre chose, entendu en essence morale. Peut-on comparer ainsi les génocides, ou d'ailleurs ne pas les comparer, car refuser de les comparer, c'est d'une certaine façon les comparer en disant qu'ils sont incomparables, qu'il y a une différence tellement grande entre eux qu'on ne peut pas les comparer de proche. Donc, refuser de comparer les génocides, entendus en ce sens, est équivalent à les ranger, à les classer sur une échelle de l'horreur morale. C'est affirmer la priorité de l'un d'entre eux, dans l'ordre de l'horreur, une prééminence dans le malheur ou le dommage moral que la comparaison remettrait en cause. Ça, c'est quelque chose qu'on attend souvent au sujet des génocides. Cependant, comparer peut s'entendre en essence tout différent, où les choses comparées ne sont ni équivalentes, ni semblables. L'une n'est pas comme l'autre, et elles ne se valent pas. Plus précisément, la comparaison n'exige rien de tout cela. Bien sûr, elle ne l'exclut pas non plus. Son but est au contraire de
comparer entre elles des choses qui, à première vue du moins, sont différentes et ne se ressemblent pas, afin de faire voir et de découvrir en quoi elles sont semblables, et de comparer des choses à première vue semblables, afin de mettre en lumière ce en quoi elles, néanmoins, diffèrent. Pour le dire autrement, la comparaison en ce cas-ci, de prime abord, ne prend aucune position quant à la question de savoir si les choses qu'elle compare se valent ou sont équivalentes, ni même dans quelle mesure elles sont pareilles. Seule la comparaison, lorsqu'elle aura eu lieu, pourra, peut-être, répondre à ces questions. Le but de la comparaison est simple, comprendre. Comprendre comment, pourquoi ces phénomènes ont lieu et comment ils sont liés à d'autres auxquels peut-être ils ne ressemblent pas et que nous comprenons mieux ou, du moins, que nous croyons mieux comprendre. Car la découverte de la manière dont certaines formes de législation ou certaines décisions administratives ou prises de position politique sont historiquement liées à l'un ou l'autre génocide nous y invitera inévitablement à comprendre autrement ce qu'est un génocide, de même que ce que sont ces autres phénomènes qui leur sont liés. Si vous préférez, pour dire tout ça autrement, et de façon peut-être plus simple, c'est que à partir du moment où on décide de comparer les génocides, on se trouve opposé très rapidement une objection d'ordre moral, qui consiste à dire mais voyons, c'est pas pareil. Et ce que je veux dire, c'est je veux simplement désarmer cette objection et dire ce que j'essaie de faire, c'est quelque chose de légèrement différent de ça. Et c'est, comme je dis, essayer de savoir s'il y a une spécificité. C'est pourquoi il faut, je crois, comparer non seulement les génocides, non seulement entre eux, mais aussi avec d'autres phénomènes apparentés. Quels sont ces phénomènes apparentés? L'expression est vague à souhait, afin de ne pas préjuger justement de ce qu'ils sont, ce que ferait une liste finie de réponses comme la guerre, les violences extrêmes, les massacres, le nettoyage ethnique, les camps de concentration, etc. Certes, tous ces phénomènes historiquement sont liés aux instances de phénomènes de génocide que nous reconnaissons, mais peut-être y a-t-il autre chose encore au-delà de ces évidences premières. Il faut bien cependant partir de quelque part et appuyer la comparaison sur quelque chose. Je me propose de partir de la notion de génocide telle qu'elle a été introduite par Raphaël Lemkin en 1944. Raphaël Lemkin est un juriste polonais qui est à l'origine de la décision prise par les Nations Unies de créer une convention des génocides et à l'origine de la mise en place d'un crime international qui est le crime de génocide. Et en fait, d'une certaine façon, c'est lui qui a fait ça tout seul, pour ainsi dire, puisqu'il a passé sa vie à cogner aux portes aux instances des Nations Unies, premièrement au tribunal de Nuremberg, où on a refusé d'accepter que la notion de génocide existe, qu'elle soit une notion de crime, et ensuite aux Nations Unies, et il a finalement réussi à convaincre les pays qu'il fallait faire quelque chose. Donc je voudrais partir de la notion telle qu'elle a été introduite par Raphaël Lemkin en 1944 dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Axis Rule in Occupied Europe, donc la règle, le gouvernement de l'Axe dans l'Europe occupée. Ça a été traduit en français par un titre tout à fait équivalent, c'est « Qu'est-ce qu'un génocide ?» Je ne sais pas pourquoi, bon, c'est comme ça. Et donc introduite en 1944 par Lemkin, puis transformée en une catégorie légale de génocide par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1946, puis par une convention en 1948. Donc il y a 2 ans entre la résolution de l'Assemblée générale et la convention. En fait, la résolution, ce qu'elle dit, c'est « Nous prenons la décision de créer une commission qui va élaborer une convention. » Et 2 ans après, la convention est proposée et signée, enfin, progressivement. Et cette convention de 1948, aujourd'hui, a été signée par 146 pays. Mais tous les signataires ne l'ont pas ratifiée. Alors ça, c'est la différence entre la signer. La signer, c'est dire, bon, ouais, on est d'accord, on a signé la convention. Mais ensuite, les pays ont l'obligation de la faire accepter par leur propre gouvernement, ce qu'on appelle la ratifier. Alors, mais ce n'est pas tous les 146 qui l'ont fait ratifier. Je ne sais plus exactement quel est ce nombre, mais... Et en plus,
il y a à peu près 50 pays qui ont des objections, c'est-à-dire, ça c'est un truc très particulier, donc ils signent la Convention, mais ils font des réserves. Donc ils disent, il y a certaines parties de la Convention qu'on considère qui ne nous intéressent pas, qu'on ne va pas prendre pour acquis. Et c'est un cas très particulier, c'est la seule convention des Nations Unies qui soit comme ça. Alors, moi, bon, j'allais dire, je trouve que c'est du pain béni pour quelqu'un qui pense que les génocides, c'est des trucs que les États font à leurs propres citoyens. C'est réticence des États à signer cette convention. C'est peut-être pas juste un accident. Donc, le génocide, depuis 1948, est légalement un crime particulier, différent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est une forme de crime contre l'humanité, mais c'est un crime particulier, différent des autres. Et certains événements, historiquement, donc depuis 1948, ont été reconnus, sont officiellement reconnus comme tels, comme des génocides, soit par les Nations Unies, soit par différents pays signataires de la Convention. Hein, c'est pas la même chose. Donc, un pays peut dire, hein, comme par exemple, il y a des pays qui reconnaissent le génocide arménien comme étant un génocide, la France, par exemple, mais il y a d'autres pays qui ne reconnaissent pas, et les Nations Unies ne reconnaissent pas, hein, au terme de la Convention. Ceci dit, là, c'est un peu ambigu parce que c'est rétroactif, la Convention de 1948. quand même toujours un problème, là. À cet ensemble, donc à cet ensemble d'événements, on peut ajouter d'autres événements qui ont généralement été reconnus comme des génocides par la communauté internationale, mais qui n'ont pas été reconnus comme des génocides officiellement par la communauté internationale, mais qui sont souvent considérés comme tels soit par les médias, soit par le grand public, ou par certains acteurs politiques. Enfin, je prendrai aussi en compte un autre type d'événement que, faute de mieux, je nommerais des actes de répression culturelle, qui pour certains, alors je vais appeler ces événements des actes de répression culturelle, vous allez voir pourquoi après. Certains d'entre eux correspondent à ce que Lemkin définissait comme des actes de barbarie. Alors, dans les actes de barbarie, il y avait les trafics de personnes, le piratage, l'esclavage, la violence sexuelle, la prostitution forcée, et les actes de vandalisme culturel. Alors ça dit bien ce que ça veut dire, actes de vandalisme culturel, et pour d'autres, s'apparente à ce que j'appellerais des discriminations légalisées. Alors, le génocide, le concept et la Convention de 1948. Alors, lorsque Raphaël Lemkin introduisit le concept de la notion de génocide dans son livre de 1948, Access Rule in Occupied Europe, le plus souvent, il fait essentiellement référence, donc la notion fait essentiellement référence aux groupes raciaux, nationaux et religieux. Mais la notion qu'il introduit n'exclut pas l'existence d'autres groupes, en particulier les groupes sociaux et politiques qui pourraient être victimes de génocide. La résolution de 1946 de l'Assemblée générale des Nations unies mentionne les groupes raciaux, religieux, politiques et autres groupes. Donc ça, c'en est en 1946. Cependant, en 1948, la Convention pour la prévention et la punition du crime de génocide, qui constitue la base du concept légal, ne mentionne que la liste finie suivante: les groupes nationaux, ethniques, raciaux et religieux comme tels. Ça veut dire que les groupes sociaux et politiques ne font plus partie de la Convention et ne peuvent pas faire l'objet de génocide officiellement. C'est quand même intéressant, ça. Afin qu'il y ait génocide, donc, selon la Convention, il faut qu'il y ait une intention criminelle de détruire ces groupes comme tels, c'est-à-dire en tant que groupe, et pas simplement de tuer les individus. Le simple fait d'éliminer des membres du groupe, tant que le but n'est pas de détruire le groupe comme tel, ce simple fait donc, ne constitue pas un génocide. En fait, la formulation retenue par les Nations unies, la Convention, exclut explicitement les groupes politiques et sociaux et les autres groupes de la définition légale internationale. Alors, une chose intéressante, c'est que cette exclusion ne se retrouve pas nécessairement dans les législations nationales, qui maintenant, avec beaucoup de retard, bientôt de 70 ans, mettent progressivement en application la Convention. En effet, selon l'article 5 de la Convention, les signataires s'engagent à donner... Alors, comme le fait remarquer Olivier Beauvalet dans un petit livre sur Lemkin, qui est très, très bien d'ailleurs,
plusieurs pays reconnaissent de nombreux autres groupes que les seuls groupes ethniques, nationaux ou religieux comme victimes potentielles de génocide. Par exemple, la législation française parle de tout groupe déterminé à partir d'un critère arbitraire quelconque. Et la législation du Canada parle de tout groupe identifiable de personnes comme telles. C'est-à-dire, vous pouvez commettre un groupe. Donc, en principe, on pourrait commettre un génocide contre une bande de motards. Vous pouvez imaginer. Et néanmoins, le concept légal international parle, lui, uniquement de groupes nationaux, ethniques, sociaux et religieux. Alors, ceci va donner lieu à des problèmes. Alors, en voici un exemple. Alors, c'est ainsi que la liste des groupes qu'on trouve dans le texte de la Convention a été reproduite dans les statuts du tribunal pénal international pour le Rwanda. La question s'est alors posée de savoir si les Tutsis constituaient bien un groupe protégé au sens de la Convention. Parce que la Convention dit les groupes ethniques, religieux, nationaux, raciaux. Le problème étant que la distinction Tutsi-Hutu ne satisfait pas les définitions retenues par le tribunal pour les groupes ethniques, nationaux ou religieux. En effet, les Tutsis et les Hutus partagent la même langue, la même culture, la même religion et sont citoyens du même pays. Donc, au point de vue des critères, apparemment, ils n'étaient pas des groupes ethniques différents. À première vue, et malgré ce qui s'est passé, nous avons affaire ni à des groupes ethniques, religieux ou nationaux différents. Le tribunal a finalement tranché que les Tutsis constituaient bien un groupe ethnique particulier et donc un groupe protégé au titre de la Convention, puisqu'en 1994, les Tutsis étaient définis comme formant un groupe ethnique dans la législation et les documents d'identité du Rwanda. Alors l'ambiguïté ici, vous voyez bien, c'est que la seule façon dont on a pu éviter que la Convention soit déclarée ne pas pouvoir s'appliquer, c'est d'aller voir dans les lois du Rwanda, et dans les lois du Rwanda, on a trouvé le truc qui nous a permis de le dire, et sinon on ne pouvait pas le dire. C'est quand même intéressant comme significatif. Alors, première différence donc entre le concept légal international et l'intention originale de Lemkin, l'abandon de certains groupes, ou plutôt la restriction du crime de génocide à la destruction de quelques types de groupes particuliers. De nombreux spécialistes ont critiqué cette restriction, et comme nous venons de le voir, plusieurs législations nationales la remettent en cause. Cependant, la question reste toujours ouverte de savoir exactement quel groupe, tous les groupes, ou seulement certains, il convient de prendre en compte dans la définition du crime de génocide. Un critère classiquement reçu afin de distinguer les groupes susceptibles d'être victimes de génocide des autres groupes qui peuvent être victimes de violences extrêmes mais pas de génocide, proprement dit, est celui du caractère involontaire de l'appartenance au groupe et de la difficulté, sinon de l'impossibilité, de quitter le groupe. Ainsi, on est juif, tutsi ou arménien, français, allemand ou polonais. Ce n'est pas une affaire de choix. Dans une large mesure, cela est aussi vrai de l'appartenance religieuse, même si plus tard dans la vie, parfois, mais pas toujours, parce que ça dépend à quelle religion vous appartenez, la possibilité de quitter le groupe d'appartenance devient plus grande que dans le cas de l'appartenance ethnique ou nationale. À l'opposé, on décide de devenir communiste, républicain, libéral ou membre d'un parti politique quelconque. Donc l'idée, c'est que si vous appartenez à un tel groupe auquel vous n'avez pas le choix, et donc vous ne pouvez pas quitter, vous êtes plus facilement victime. Deuxième différence importante. Lemkin considère que les efforts des assassins pour détruire la culture du groupe qu'ils attaquent constituent une dimension fondamentale d'un génocide. Ces destructions culturelles ne sont, selon lui, en rien accidentelles, périphériques ou simplement la conséquence indirecte de la destruction des membres du groupe. Pour Lemkin, la dimension culturelle du phénomène est fondamentale, car c'est elle qui justifie, jusqu'à un certain point, définit la particularité du crime de génocide et justifie l'introduction d'une nouvelle catégorie légale pour des actes qui, pris individuellement, étaient tous déjà condamnés par le droit. Parce que ça, c'est un problème qui s'est posé dès l'origine, c'est que les actes qui font le génocide, tous pris individuellement, c'est des crimes, pas de problème. Alors pourquoi introduire un concept de génocide en plus? C'est ça la question qui s'est posée.
Quel était l'avantage? En effet, comme le montre bien Karen Smith dans un livre qui s'appelle Genocide and the Europeans, qui est un livre qui trace l'histoire de ce qui est devenu le concept, c'est très intéressant, comment a été utilisé le concept de génocide, le concept légal, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à 2010 à peu près. En effet, comme le montre bien Karen Smith, au moment où la Convention a été adoptée, le sentiment dominant chez les juristes était que la nouvelle catégorie, celle de génocide, était inutile, redondante, qu'elle n'apportait rien de nouveau et n'identifiait aucun crime qui n'était pas déjà couvert soit par les lois sur les crimes de guerre, soit par les lois sur des crimes contre l'humanité. Or, pour Lemkin, une des caractéristiques des génocides, et en particulier de celui qu'il a sous les yeux en Europe durant la Seconde Guerre, est qu'il ne s'agit pas simplement de tuer des personnes, mais de détruire un groupe, une partie de l'humanité, caractérisée par une culture particulière et des apports particuliers à notre histoire commune. Donc c'est bien ça l'idée. C'est l'idée que ce n'est pas juste tuer des personnes, c'est détruire un apport culturel, un apport à l'humanité qui est représenté par, entre autres, par les créations, les inventions culturelles. Lorsqu'on tient compte de cette dimension culturelle du génocide, un génocide n'implique pas nécessairement la mise à mort d'un grand nombre de personnes. Si vous suivez Lemkin, du moins jusqu'à un certain point, si vous suivez le concept, on peut empêcher un groupe de se reproduire en stérilisant ses membres, en interdisant l'usage de sa langue, de sa religion, en abolissant ses institutions, en détruisant sa mémoire culturelle, en l'expulsant de son territoire, en disséminant ses membres au sein d'une population beaucoup plus nombreuse. Les pratiques de ce genre sont ce que Lemkin vise lorsqu'il parle de destruction culturelle dans The Access Rule in Occupied Europe. Il s'attarde longuement aux législations mises en place par les Allemands dans les territoires occupés afin de montrer comment ces législations visent l'équilibre démographique entre les populations d'origine allemande et les autres. Il faut entendre ici la culture, telle que, au sens de Lemkin, au sens des institutions, des mœurs, des pratiques qui structurent la vie quotidienne du groupe. Pour Lemkin, c'est précisément cette destruction culturelle qui signe la disparition finale du groupe. Combien de gens sera-t-il nécessaire de tuer afin d'arriver à détruire un groupe de cette manière? Cela dépendra de la résistance du groupe, de sa taille, de sa distribution géographique, du rapport démographique avec le groupe dominant, de la façon dont ces politiques seront mises en œuvre, bref, d'un ensemble de facteurs contingents. Historiquement, on connaît plusieurs manières différentes d'atteindre cet objectif. Ainsi, par exemple, les Grecs anciens, après avoir conquis une cité ennemie, parfois, pas toujours, tuaient tous les mâles en âge de combattre. Ils réduisaient les femmes, les enfants et les vieillards en esclavage, puis repeuplaient le territoire conquis avec des citoyens de la cité victorieuse. Ils détruisaient le groupe comme tel, mais sans pour autant exterminer tous ses membres. Ces esclaves, donc, qui étaient les femmes, les enfants et les personnes âgées, étaient par la suite vendus, mis sur le marché des esclaves. Ils étaient disséminés entre plusieurs localités différentes, achetés par des habitants de diverses cités qui n'avaient souvent guère à voir avec la cité qui les avait vécues. Ils étaient mis sur le marché des esclaves, quelqu'un d'autre les achetait. Dès lors, ceux qui hier encore faisaient partie d'un groupe, les citoyens d'une même ville, devenaient des individus isolés, séparés les uns des autres, sans identité, n'appartenant plus à aucun groupe, mais seulement à un maître. Comme l'a bien montré Claude Meillassoux, une des caractéristiques de l'esclavage, c'est qu'il réduit, qu'il efface les relations sociales qui existaient auparavant entre ceux qui deviennent esclaves et interdit la mise en place de nouvelles relations sociales normales, c'est-à-dire des relations familiales, tribales ou claniques. L'esclave ne fait plus partie d'aucun génos, d'aucun peuple. Il ou elle a été arraché au sien, qui a parfois été détruit, mais pas toujours. Il est étranger à celui du maître, au peuple du maître, au génos du maître. L'esclave est personne parce qu'il n'appartient à aucun groupe. De ce point de vue, l'esclavage peut être compris comme une forme institutionnalisée de pratiques génocidaires généralisées et permanentes.
permanente dans la mesure où il n'y a pas de moment où la pratique peut s'arrêter parce qu'elle aurait atteint son but. C'est le problème de l'esclavage, ça ne s'arrête jamais, on recommence toujours. Le plus souvent, le but des esclavagistes n'est pas de détruire un groupe particulier en entier. Dans l'exemple précédent, l'esclavage constituait une conséquence indirecte de la volonté politique et militaire de la destruction du groupe. Cependant, la situation est différente lorsque l'esclavage lui-même est le but de l'entreprise violente. En général, l'objectif n'est pas de détruire en entier le groupe auquel on soustrait des esclaves, mais simplement de le parasiter le groupe, de le traiter comme une réserve, comme un troupeau qu'on exploite selon les besoins. L'esclavage est une pratique généralisée dans la mesure où elle ne vise pas, du moins pour le monde antique, un groupe particulier. Et d'une certaine façon, les esclavagistes modernes aussi, malgré les apparences contraires, ne visaient pas non plus un groupe particulier. Plus précisément, le groupe visé, les Noirs, les Africains, ne constituait un groupe unique que pour les esclavagistes. Ces victimes, elles, appartenaient à des groupes différents, distincts par la langue, la tradition, la religion. C'est l'esclavage qui les a transformés, en un sens, en membres d'un groupe unique d'individus qui avaient été privés de leur être-groupe. L'esclavage détruit le groupe, n'importe quel groupe, dans la personne de ses membres. Ce qui est visé, ce n'est pas tant le groupe lui-même, ce n'est pas le fait du groupe, ni même de tuer les membres, c'est l'être-groupe qui constitue la condition normale de chacun d'entre nous. Le concept de génocide implique l'intention de détruire le groupe en partie ou en entier. Si on accepte que le but poursuivi par les esclavagistes est de détruire le groupe comme groupe dans la personne de ses membres, mais sans pourtant les tuer, l'esclavage semble, sinon être une forme de génocide, du moins quelque chose qui s'y apparente fort. Il s'en distingue cependant, du moins dans les cas où l'objectif n'est pas la destruction du groupe en tant qu'il est tel groupe, par la réduction de ses membres à l'esclavage, mais la destruction de, pour ainsi dire, l'être de groupe des individus réduits en esclavage. Pour le dire autrement, c'est parce que l'esclavage est une pratique génocidaire permanente et généralisée que ce n'est pas vraiment, en essence, un génocide, mais certainement quelque chose d'étroitement apparenté. En fait, les esclavagistes qui traitent les populations, où ils font des razzias, comme des troupeaux d'animaux domestiques ou comme des bêtes qu'ils chassent, ont intérêt à ne pas épuiser leurs ressources. Ils nient néanmoins le droit à l'existence du groupe en tant que groupe. Alors, autre exemple complètement différent, les anciens Mongols pratiquaient eux aussi entre les clans des exterminations de groupes comme tels, mais qui n'impliquaient pas la destruction de tous leurs membres. Après une guerre entre clans, un clan vaincu était parfois complètement et définitivement éradiqué. Ils n'existaient plus. L'opération, cependant, ne supposait pas la mise à mort de tous ou même de la plupart des membres du clan vaincu. Souvent, très peu de membres étaient visés. Les chefs principaux du clan seulement étaient tués. Puis, toutes les autres familles membres du clan étaient réparties entre les différents autres clans. Et chacune devenait membre de tel ou tel clan. Alors on prenait les gens, vous allez maintenant appartenir à tel clan, vous à tel autre, vous à tel autre, vous à tel autre. Le clan vaincu avait disparu. Il n'existait plus, mais les membres du clan vaincu n'étaient ni exterminés, ni réduits en esclavage. Ils étaient distribués, disséminés entre les différents clans, au sein desquels ils étaient absorbés. Au début, les nouveaux vaincus, anciens ennemis, étaient souvent traités dans leur nouveau clan comme des individus de classe inférieure, citoyens de deuxième zone. Mais après quelque temps, s'ils se révélaient bons compagnons et fidèles au nouveau clan, ils devenaient membres à part entière du clan, au même titre que les autres. Par contre, leur clan d'origine n'existait plus, il avait définitivement disparu. Il avait été détruit en tant que tel. C'est une pratique assez intéressante, si vous voulez mon avis. Curiosité culturelle amusante. Est-ce que ces anéantissements de clans ennemis constituaient des génocides? Il s'agissait bien de détruire un groupe comme tel, de réduire à néant ses institutions, de rendre impossible sa reproduction, d'effacer sa mémoire culturelle au sens propre, parce que le clan n'avait plus existé, il n'avait plus avoir de mémoire, il n'aurait plus d'ancêtres, il aurait plus...
Parce que c'est des sociétés où la mémoire culturelle elle est liée à prendre soin des ancêtres. Le clan n'existe plus, plus d'ancêtres, plus rien. Maintenant, vos ancêtres, ça vient ceux du nouveau clan. Mais sans tuer tous ses membres, ni exercer contre eux excessivement de violence physique. Alors voilà la question. La question ne renvoie pas simplement à quelques curiosités historiques disparues depuis longtemps. Alors, je passe à un autre exemple, mais qui, d'après moi, est un peu parent. Plusieurs pays, entre autres le Canada et l'Australie, ont, il n'y a pas si longtemps, eu une politique qui consistait à retirer les enfants des familles autochtones. Dès que l'occasion se présentait, pauvreté, négligence parentale, abus parentaux, même mineurs, drogue, alcoolisme, meurtre dissolu, le moindre prétexte était bon. Les enfants étaient retirés de leur famille d'origine, puis on les plaçait et on les faisait élever soit dans des familles blanches, soit dans les écoles dites résidentielles. Le but étant d'assimiler progressivement l'ensemble de ces groupes au sein de la population dominante. Donc, de les faire disparaître comme groupe. Hein, c'est pas compliqué. On les faisait disparaître comme groupe en assimilant les enfants et en empêchant la reproduction du groupe. Donc, les faire disparaître comme groupe en acculturant les enfants. Un processus qui était lent et progressif, mais qu'on imaginait relativement doux et indolore, et surtout à l'avantage de tout le monde. Les Autochtones, les premiers, étaient ces tentatives de génocide. Alors pourquoi c'était à l'avantage de tout le monde? Parce que tout le monde disait, mais vous voyez, ces pauvres enfants, ils vivent dans des familles pauvres, leurs parents ne sont pas éduqués, et on va juste reproduire cette société de deuxième zone. On va maintenant les bouffer, pour ainsi dire, on va les assimiler dans la société dominante, et puis ensuite, ils seront beaucoup mieux. Ça sera mieux pour tout le monde. Évidemment, ça ne sera peut-être pas mieux pour les parents de se faire enlever leurs enfants. Mais ça, on n'y payait pas trop attention. Mais c'était ça le point de vue. Alors, est-ce que c'était des génocides? La réponse n'est pas évidente. Mais si on considère que l'effort pour détruire le groupe en tant que tel, en tant que groupe, en abolissant ces institutions culturelles et ce qui constitue le cœur du concept de génocide, alors il est clair qu'il existe plusieurs manières de commettre un génocide, différentes façons qui n'exigent pas toutes de verser beaucoup de sang. En fait, au Canada, le président, parce qu'à cause de ça, au Canada, il y a une commission qui s'appelle Vérité et Réconciliation. De la commission Vérité et Réconciliation, le juge Murray Sinclair vient de qualifier le traitement des enfants aborigènes dans les écoles résidentielles de génocide culturel. Il l'a dit, lui, le président de la commission. Mais le président de la commission, ce n'est pas encore le gouvernement du Canada. On verra ce qui va se passer. L'exemple mongol met aussi en évidence les limites du critère généralement retenu pour justifier la restriction du concept de génocide à certains groupes particuliers, les groupes sociaux, ethniques et religieux. Le critère, je me rappelle, le critère qui était retenu, c'est que vous ne pouvez pas quitter le groupe. Hein, et vous n'êtes pas membre de ce groupe par votre choix, mais l'argument est que ces groupes, hein, qui sont victimes de génocide, sont des associations involontaires dont l'entrée se fait le plus souvent, sinon exclusivement par la naissance, et qu'il est très difficile, voire impossible de quitter. L'impossibilité de quitter le groupe et le fait que les individus sont identifiés comme membres du groupe indépendamment de leur volonté rendrait ces groupes plus vulnérables, et les individus, par rapport à ceux qui se réclament de tel ou tel parti politique, lesquels sont choisis, lesquels individus ont choisi de les rejoindre et sont libres de les quitter. Les membres de ces groupes, quasi culturels que sont les groupes nationaux, ethniques ou religieux, ne sont en rien responsables de leur appartenance au groupe persécuté et sont incapables de s'en détacher. Ils seraient donc à la fois plus vulnérables, plus facilement victimes que les membres des associations volontaires qui peuvent, s'ils le veulent, changer